l'émission Le Tour de la question, je reçois Jean Auroux. Bonjour Jean. Bonjour. Merci de votre fidélité à ce plateau sur le Salon des comités d'entreprise, dont vous êtes un peu le père du comité d'entreprise qu'on commence à tuer aujourd'hui. Oui, alors le père, pas tout à fait, mais un parrain attentif qui a essayé, il y a déjà 36 ans, en 82, de lui donner plus de moyens, plus de responsabilités, plus d'informations et plus de formation. Et j'avoue que ce qui se passe aujourd'hui me préoccupe beaucoup. Parce que justement, je vous ai invité pour le deuxième épisode d'une entrevue que nous avions eue à l'Assemblée nationale il y a quelques années, où vous nous aviez raconté le comité d'entreprise de 1946 au Loir-Epsamène. Je vous propose, Jean, de nous raconter le comité d'entreprise des Loir-Epsamène aux ordonnances Macron. Bon, alors, il faut reconnaître qu'il y a eu des grands moments dans le droit du travail, en 82, avec Martine Aubry, les 35 heures, et après on a assisté soit à une indifférence, soit à une certaine érosion du droit du travail. Je reconnais que je n'étais pas entièrement satisfait des lois Rebsamen, malgré des aspects tout à fait intéressants, comme le compte personnel d'activité qui a disparu depuis, et puis aussi avec les lois El Khomri qui a assoupli un certain nombre de choses, donc il y avait une certaine usure, pour ne pas dire érosion. Mais là, nous assistons à une rupture. Nous assistons à une rupture assez violente, et dans les ordonnances Macron, qui ont été faites quand même un peu à la hussarde, puisque... Ce sont des ordonnances. Oui, mais attendez, il y a ordonnance et ordonnance. Moi, j'ai fait des ordonnances en 82, début 82. C'était 39 heures payées 40. C'était la 5e semaine généralisée. C'était un certain nombre de textes sur la formation, sur la limitation de l'intérim et feu la retraite à 60 ans. Alors, il y a des ordonnances qui organisent le progrès et il y en a d'autres qui affichent carrément le recul. Et là, j'avoue que je suis tout à fait préoccupé parce que dans ces textes, en 82, nous avons essayé de faire un certain équilibre entre le poids du capital et ceux qui apportaient le travail. Après, il y a eu cette espèce d'érosion à cause du chômage et qui fait qu'on a voulu assouplir les contraintes patronales. Mais là, justement, maintenant, on a complètement basculé dans un déséquilibre au profit du patronat privé et au détriment des salariés. Moi, ce qui me frappe, c'est que le nombre de représentants du personnel sous toutes ses formes va diminuer de 30%. J'étais à une réunion organisée par le comité d'entreprise de la RATP, c'est 300 délégués qui disparaissent. Et donc, alors j'avoue que la délégation unique qui avait été mise en place par Rebsamen a ouvert un peu la porte. Mais c'était limité en nombre de salariés. Aujourd'hui, c'est la disparition des spécificités, délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT. Et les trois avaient une fonction très précise et utile, à tel point que dans une conférence que j'ai faite avec des universitaires et des patronats, un représentant de l'UMM à Strasbourg a dit que c'était une erreur de supprimer les DP, ce que je pense, parce que c'était le contact direct avec les gens sur la vie au quotidien dans l'entreprise. Et quant au CHSCT, qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans avec des réussites incontestables, on les remet en cause parce qu'ils n'auront peut-être qu'une petite place dans les nouveaux conseils économiques et sociaux, des comités socio-économiques, une petite place. Rebsamen avait prévu que sur les 6 réunions, il y en avait au moins 4 qui étaient consacrées au CHSCT. Là, c'est le point d'interrogation. Et cela, au moment où on n'a jamais eu autant de problèmes, de risques professionnels et notamment de burn-out, avec ce qui ne semble pas être pris en compte, c'est qu'on recule l'âge de la retraite, donc on a des gens de plus en plus âgés dans des contrats avec des arrivées de technologies nouvelles, et c'est là qu'on aurait le plus besoin d'un CHSCT spécifique qui peut être marginalisé. Donc, et il y aurait beaucoup d'autres choses aussi à dire. Je prends l'exemple, par exemple,
pas être trop sévère avec la loi El Khomri du gouvernement Valls, mais elle avait prévu quand même que les licenciements économiques qui étaient facilités devaient prendre en compte quand même la situation économique, non pas simplement de l'entreprise, mais du groupe international. Maintenant, c'est fini. Donc on pourra avoir des gens qui vont se trouver licenciés parce que leur filiale française d'un grand groupe américain ou chinois se portera très bien, et eux ne bénéficieront pas de la solidarité du groupe, solidarité qui existe pour la finance. Ou on peut aussi organiser la mauvaise santé de la filiale française pour fermer et licencier tout un tas de Tout à fait. salariés. Et il y en a qui ne vont pas s'en priver et qui d'ailleurs commencent à ne pas s'en priver. C'est une vraie question. Bon, alors je reconnais que si j'étais ministre du Travail, j'aurais sans doute fait évoluer un certain nombre de choses parce que ça fait plus d'une génération après. Et la société d'aujourd'hui est beaucoup plus financiarisée que celle de l'économie est sous l'emprise, la contrainte permanente de la finance. C'était moins les entreprises patrimoniales que je connaissais à l'époque. Mais justement, si on voulait donner de l'aisance et de l'oxygène aux entreprises, pourquoi pas? Mais il y avait une condition absolue, c'était dire on donne plus de possibilités à l'entreprise, à condition que, il y a des accords de branche pour éviter des distorsions de concurrence redoutables à l'intérieur d'un même secteur d'activité, et que si on donnait plus de pouvoir au capital, par symétrie, on en donnait plus aux salariés. Alors, la question que j'aimerais poser à l'ancien ministre, pour arriver à comprendre comment, dans un ministère, on génère une idée et on va au bout en faisant une loi. Depuis à peu près François Fillon, ministre du Travail, on essaie de faciliter chaque fois un peu plus les licenciements. Pour dire on favorise l'emploi. Quand au bout de tant d'années, puisque là on est en 2005 par là, on voit que ça ne marche pas parce que quand on favorise les licenciements, on favorise les licenciements. On ne favorise pas l'embauche. Et on le voit quand on mesure le taux de chômage. Pourquoi on n'inverse pas la tendance? Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux du ministère pour qu'on continue ministère après ministère, parce qu'il y a eu un point de départ, mais les ministres se suivent et la courbe du chômage se ressemble. Alors justement, c'est une mauvaise analyse qui consiste à penser que c'est la rigidité de l'emploi qui empêche le développement des entreprises. C'est un contresens. Et on le voit bien dans les pays qui ont un dialogue social plus authentique et plus nourri que chez nous, ils arrivent à résister plutôt mieux. On oublie aussi dans ce contexte-là qu'il y a un autre acteur dont on parle peu, c'est le comportement du consommateur. Il y a une espèce de schizophrénie. J'achète des produits étrangers ou qui sont fabriqués dans de mauvaises conditions sociales, mais même si c'est demain, ça touche mon entreprise, à la limite, je ne veux pas le savoir. C'est-à-dire qu'il y a de l'autodestruction de l'emploi par un comportement inapproprié des consommateurs. Mais cela dit, moi je continue à penser qu'il faut réfléchir à ce qu'est l'entreprise. Je parlais en 82 des collectivités de travail. Cette collectivité de travail, il y a deux composantes. Il y a celui qui apporte le capital et celui qui apporte le travail. On considère que celui qui apporte le travail, c'est celui qui est responsable du mauvais fonctionnement. C'est faux. Il y a de mauvais investissements, il y a de mauvaises recherches d'innovation. De mauvaises stratégies. Mauvaises stratégies ou du court terme. Et on perd une chose qui est très précieuse en licenciant les gens, c'est le savoir-faire et la culture d'entreprise. Et on ne gagnera pas des batailles économiques avec, excusez-moi le mot, mais des mercenaires de passage qui seront là peu de temps pour apporter quelque chose plus ou moins positivement. Moi, je suis très inquiet de voir cette précarité. Licenciement plus facile, en tenant même pas compte du groupe. C'est pas grave, on peut traverser la rue et trouver du travail maintenant. Voilà. Alors, licenciement plus facile, contrat de mission, contrat d'objectif, contrat de chantier, sont donc des contrats à durée officiellement indéterminés, mais déterminés. Alors, la flexibilité, je peux concevoir qu'il y a des... Moi, j'avais créé d'ailleurs en 82 la modulation. Maire d'une ville textile, je savais qu'il y avait des saisons dans lesquelles il fallait donner... Il y a un coup de feu, c'est-à-dire il y a des saisons dans le textile, dans la mode. Eh bien là,
on modulait le temps de travail avec la période forte. Voilà, elle travaillait un peu plus, mais on se récupérait dans les périodes creuses. Ça existait. Il y a une autre formule qui existe, qui commence à être ébauchée pour les coups de feu, les renforcements d'activité à un moment particulier, ou une commande urgente, etc. C'est l'intérim, enfin des contrats d'intérim à durée indéterminée. J'ai vu des grands groupes qui font cela. Ils ont donc des CDD, des CDI, donc des contrats à durée indéterminée, et ils les placent dans les entreprises qui en ont besoin. C'est-à-dire que le salarié, il a un statut correct, il fait partie du comité d'entreprise du grand groupe, et c'est quelque chose qui peut apporter un plus dans l'entreprise à un moment déterminé. Mais là, ce qu'on fait, 30% de délégués du personnel en moins, des licenciements plus faciles, des absences de solidarité de groupe est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. En plus de ça, les textes sont très compliqués. Il y a 5 ordonnances, il y a des décrets, 400 pages de plus. Et je crois qu'il va y avoir de difficultés à appliquer ces textes. Et si il y avait des alternances politiques, il faudrait revenir dessus. Ah, effectivement, est-ce que vous voyez des conflits sur l'application de ces ordonnances qui vont créer une jurisprudence qui va peut-être remettre en cause certains articles ou certaines mêmes ordonnances complètement? Alors, il y a beaucoup d'imprécisions sur un certain nombre de choses. C'est pour cela que je propose, moi, aux organisations syndicales et aux délégués du personnel, ou en tout cas ceux qui resteront ou ceux qui auront le courage de s'investir, parce qu'on aura besoin d'eux pour justement rétablir des équilibres, d'abord de bien négocier des accords de méthode dans un premier temps, c'est-à-dire prévoir le calendrier des réunions, leur rythme, les documents qui seront fournis, les heures de délégation, de formation, tout ça peut se négocier. Et donc, puisque le principe de faveur n'est plus là, je note quand même qu'aujourd'hui, avec toutes ces imprécisions, il n'y a quand même pas d'un enthousiasme ni patronal ni syndical. Je crois que la ministre a annoncé, ou son gouvernement, 8 ou 9 000 accords qui ont été signés. Oui, dont la moitié sont des moins de 50 salariés, voilà. Ce qui veut dire décision unilatérale de l'employeur. Ouais, tout à fait. Donc c'est au-dessus que c'est intéressant, il y en a 4 000 sur 32 000 CE, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes, et on est dans un système où les politiques se sont laissés déposséder du pouvoir, comme le président, par la technocratie. Nous sommes dans une espèce de technocrature qui reprend les vieilles litanies libérales du passé en disant l'entreprise doit faire ce qu'elle veut quand elle veut et comme elle veut, et les salariés doivent s'adapter. C'est le contraire même de la réussite d'une collectivité de travail dans laquelle on doit faire place à ceux qui apportent le capital et ceux qui apportent le travail. Quelle est votre vision de l'avenir et de l'évolution de ce code du travail s'il n'y a pas d'alternance politique, s'entend? Alors, je ne sais pas. D'abord, je voudrais rappeler que normalement, il doit y avoir dans une économie pluraliste de la place pour des entreprises publiques, enfin, des secteurs publics d'abord. Il faut avoir des outils qui appartiennent à la nation, des secteurs publics. Deuxièmement, des entreprises publiques sur lesquelles la collectivité a son mot à dire, et c'est un atout pour notamment les coopérations internationales. L'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas oublier que ça représente 10 à 12% de la vie économique et sociale en France. Donc, mutualité, tout ce qui est mutuelle, tout ce qui est coopérative, fondation, etc. Et le secteur privé, lui aussi, je pense, devra fonctionner avec une autre légitimité que celle qu'on essaye de lui imposer aujourd'hui. En 82, c'est vrai que le patronat qui avait un nom très, très pertinent, s'appelait le CNPF, c'est-à-dire Conseil national du patronat français. Il se revendiquait en tant que chef d'entreprise, en tant que patron. Le mot MEDEF est un mot ambigu. Ils considèrent, c'est le patronat, mais qui considèrent qu'à eux tout seuls, ils sont le mouvement des entreprises de France.
C'est pas la même chose. Le patronat, c'est une chose. Le MEDEF n'est pas le porte-parole de l'ensemble des composants d'une collectivité de travail. Donc il faudra remettre de l'ordre et d'un ordre plus juste dans une société qui est marquée par un ultralibéralisme financier, c'est-à-dire des sociétés qui sont beaucoup plus puissantes que des États et qui ne triche pas sur la loi comme faisaient Lehman Brothers, il y avait une très bonne émission hier, mais qui s'arrange pour faire la loi. On n'ose pas toucher aux GAFAD en Europe. C'est quand même ahurissant. Et je crois qu'il va falloir remettre de l'ordre. En 82, j'ai rencontré le patronat, je me rappelle une réunion avec 2000 membres du CNPF. Je leur reconnais quelque chose, c'est qu'on a un patronat qui est assez légitimiste quand même en France, en tout cas en France. Et après, j'ai revu des gens du MEDEF qui m'ont dit « Vous avez été un vrai réformateur parce que vous avez transformé les choses, mais sans casser la baraque économique. » Et ce que je crains aujourd'hui, c'est que les ordonnances Macron cassent la baraque sociale et ça sera aussi très lourd à remonter. Merci Jean d'être venu nous voir et d'avoir fait donc la suite. Le comité d'entreprise, la suite et la fin pour le CSE. Ah oui, ça je dois dire que le comité social et économique, je pense que les trois fonctions, délégué du personnel, CE et puis CHSCT, se complétaient très bien. Et j'attends avec une certaine inquiétude ce que seront les ordres du jour des nouveaux CSE. Voilà. Merci Jean. C'est moi. Et à très bientôt. Toujours, parce que de toute façon. on connaît votre fidélité à notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.